J'ai vu une annonce sur LinkedIn avant d'atterrir chez Decathlon AG2R La Mondiale où j'entame déjà aussi ma 7e année. Vous avez accumulé 30 victoires, une deuxième place sur la Vuelta, 6e au classement des équipes. Toi, qu'est-ce qui a amené cette saison exceptionnelle ? C'est vraiment l'élément clé, l'élément déterminant pour performer dans le cyclisme actuel. Sur l'analyse de séance, quelles données tu regardes en priorité ? On entend souvent attention de ne pas trop en faire pendant l'hiver pour ne pas arriver au pic de sa forme en janvier. Pour avoir ton avis sur ça ? Il ne faut pas trop s'enfermer dans des modèles. Tout est bon à travailler, surtout lorsqu'on est amateur. Placé au bon moment, dans un bon timing, peut faire switcher mentalement un athlète de manière assez extraordinaire. Et ça, encore une fois, les datas ne le mesurent pas. Bienvenue sur La Science du Cyclisme Podcast. Je suis votre hôte Antonin Albouy et aujourd'hui, je reçois un invité de marque, Alexandre Abel, entraîneur pour l'équipe World Tour Decathlon AG2R La Mondiale. Pour ceux qui n'ont pas vu l'info, ils ont réalisé une saison 2024 tout juste incroyable avec une 6e place au classement UCI et d'innombrables victoires. On est donc revenu sur les clés de ce succès, les éléments qui ont été déterminants dans les progrès de l'équipe. Il m'a révélé les déterminants de la performance pour passer pro. Qu'est-ce que ça coûte pour être pro ? Qu'est-ce qu'il faut comme chiffre, comme qualité ? Et bien évidemment, en tant qu'entraîneur, on a énormément parlé d'entraînement. Il m'a donné plein de bons conseils sur les méthodes qu'il utilise au quotidien avec ses athlètes et surtout comment les appliquer aux cyclistes amateurs. Je lui ai notamment posé une question, comment faire pour atteindre son plein potentiel physiologique ? Je vous laisse aller écouter sa réponse. Il m'a donné quelques conseils contre-intuitifs, surtout si vous êtes compétiteur en grand fondo, c'est vraiment très très utile. Et également, Alexandre est un excellent coach, donc si vous êtes coach, il va vous donner des conseils qui vont révolutionner votre manière d'apprendre et de coacher vos athlètes. Bref, je vous souhaite une excellente écoute. Ce podcast est très dense, alors j'ai rédigé un article qui le résume pour vous avec les points clés que vous pouvez directement implémenter dans votre entraînement. Pour cela, c'est très simple, cliquez sur le premier lien dans la description. Vous allez arriver sur l'article de blog dédié. Allez, je vous souhaite bonne écoute et à la prochaine. Salut Alexandre, bienvenue sur le LSDC Podcast. Comment vas-tu ? Très bien, Antonin, la forme, merci de l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter en une phrase pour qu'on comprenne ce que tu fais ? Très bien, écoutez, donc je suis entraîneur avec maintenant quelques années d'expérience où j'ai commencé comme entraîneur dans des équipes françaises du sud-ouest de la France comme l'équipe de Blagnac ou encore l'équipe de l'Entente Sud-Gascogne qui était dirigée par Dominique Arnaud avant de goûter une expérience en Belgique pendant 6 ans où j'ai été entraîneur de l'équipe Wallonie-Bruxelles avant d'atterrir chez Decathlon AG2R La Mondiale où j'entame déjà aussi ma 7e année. Alors, ouais, tu nous as fait un bon aperçu de ta carrière d'entraîneur, mais concrètement, quels ont été les éléments déterminants pour réussir à avoir ce poste à Decathlon AG2R? Parce que je suppose que les places sont chères pour entraîner à ce niveau. D'abord, ne pas avoir peur de bouger. C'est vrai que, comme beaucoup de collègues entraîneurs français, je suis passé par la case Besançon avec Fred Grapp, où je me souviens à l'époque, régulièrement, Frédéric Grapp recevait des mails d'équipes françaises ou étrangères pour savoir si il n'avait pas sous la main de jeunes entraîneurs qui pourraient postuler dans ces équipes-là. Et donc c'est vrai que c'était en octobre 2013 ou 2014. Il reçoit justement un mail de l'équipe Wallonie-Bruxelles et donc en fait à ce moment-là, en 2 mois, j'ai déménagé et je me suis retrouvé en Belgique. Donc c'est clair qu'à un moment donné, quand il y a des opportunités, faut pas avoir peur de bouger. Encore une fois, un mail reçu en début octobre pour une proposition de poste en Belgique. 2 mois après, avec mon camion de location, je me suis tapé le déménagement tout seul. J'ai dû me taper des nuits d'hôtel et même, je me souviens même une ou 2 nuits, j'ai dormi dans ma voiture parce que cette période de transition, elle était quand même pas simple à gérer, mais voilà, c'était une opportunité. Donc je me suis retrouvé là-bas, le pied dans le milieu du cyclisme professionnel, dans le pays du vélo. C'est ça aussi qui m'a quand même attiré. Je sais que j'ai forcément appris beaucoup de choses à la fac, mais je pense en avoir
en avoir appris encore plus sur le terrain et en Belgique, notamment dans cette terre et ce pays de passionnés du vélo. Et après, finalement, euh, Decathlon AG2R, mais ça a été finalement extrêmement classique. Vous allez peut-être être déçus. En fait, j'ai vu une annonce sur LinkedIn. À l'époque, ils avaient deux entraîneurs, Samuel Belnou et Michael Bouget, qui étaient partis sur d'autres projets et il y avait deux places vacantes. Donc, c'était en 2018. L'équipe, recherchait deux entraîneurs. Et donc, je suis passé par une filière extrêmement classique, une candidature de poste, postulé. Il y avait eu, je pense, une quarantaine de candidatures. Je me suis retrouvé dans un pool de 3-4 sélectionnés pour pouvoir passer les entretiens au service course à Chambéry. Et j'ai été pris comme ça avec, en même temps que mon collègue Steven Barrett, qui était à l'époque entraîneur chez Aquablue. Et donc voilà, tous les deux, on est arrivés la même année chez Decathlon AG2R, mais finalement par une filiale très classique en réponse à une candidature de poste. Ok, ah ouais, intéressant. Et comment s'est fait ton insertion dans l'équipe? Ça s'est bien passé ou c'était peut-être un peu stressant d'intégrer le plus haut niveau? Comment tu l'as vécu? Non, ça s'est passé de manière très très naturelle, euh, parce que c'est vrai que à la base il y a quand même un esprit familial. Hein. C'est vrai que c'est peut-être le propre des équipes françaises et c'est vrai que c'est assez agréable de travailler dans ce cadre-là. Mais c'est clair que l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale voilà, on est vraiment une chouette famille et surtout, c'est vrai que contrairement à pas mal d'équipes, surtout à l'international, c'est clair on a une super bonne relation entre les directeurs sportifs et les entraîneurs. C'est vrai que souvent, ces deux corporations sont parfois en conflit, en rivalité dans certaines équipes, surtout à l'étranger, mais nous, on travaille vraiment main dans la main et à partir de là, vraiment, les choses roulent naturellement. Ok, mais ça se voit en tout cas par rapport aux résultats de votre dernière saison. Je voulais m'arrêter un peu sur cette fameuse saison 2024 où vous avez accumulé 30 victoires, une deuxième place sur la Vuelta et sixième au classement des équipes. Selon toi, qu'est-ce qui a amené cette saison exceptionnelle? Alors c'est vrai que c'est forcément une question qu'on nous a beaucoup posée, une question sur laquelle on a beaucoup réfléchi parce que la réponse n'est pas évidente dans un premier temps. C'est sûr qu'il y a eu des changements. Il y a eu des changements au niveau en interne, au niveau de la direction et du management de l'équipe. C'est vrai que je parlais du côté familial, c'est sûr que cette équipe familiale, qui doit le rester d'ailleurs, se transforme quand même de plus en plus en une entreprise du sport. Hein. C'est clair que maintenant, voilà, il y a toute une équipe de managers, plein de process et de fonctionnement en interne qui ressemble à un fonctionnement de grande entreprise. Et c'est clair qu'à un moment donné, c'est nécessaire aussi de passer par là, d'amener cette rigueur et ces process. On a eu également l'arrivée de nouveaux partenaires de Decathlon et de son partenaire cycle Van Rysel, qui a aussi énormément contribué à ces résultats. Et voilà, donc c'est vrai qu'il y a tout ce contexte, ces changements, cette nouvelle dynamique, ces nouveaux process qui insufflent une nouvelle dynamique. Et à côté de ça, quand on discute justement avec les collègues directeurs sportifs et entraîneurs, nous, fondamentalement, on n'a pas changé notre manière de travailler. Moi, personnellement, j'ai quasiment entraîné de la même manière il y a 2 ans lorsqu'on sortait d'une saison pas très folle, pas folichonne, que cette année où on réalise une saison historique. Ouais, mais je comprends bien. Mais en fait, on ne s'en rend pas compte de notre côté de l'écran, mais une équipe, c'est extrêmement complexe et il y a des facteurs qu'on ne voit pas. Est-ce que tu peux nous expliquer la structure d'une équipe World Tour? Comment ça se passe, les postes clés, pour qu'on comprenne cet écosystème, comment ça fonctionne? D'accord, oui, mais on va commencer par la tête. C'est vrai que
vous savez très bien, pour l'avoir lu dans la presse, que nous avons un nouveau manager. C'est voilà, Vincent Lavenu n'est plus le manager de cette équipe. Il est remplacé par Dominique Serriès, qui a été mis en place par AG2R, qui est le propriétaire de l'équipe AG2R La Mondiale. Autour de lui, mais comme la plupart des grands patrons et des grands managers, il a toute une équipe autour de lui, des directeurs financiers, des responsables stratégiques. Donc voilà, il est venu lui aussi avec une équipe pour voilà, structurer voilà, toute cette équipe, cette entreprise avec tous les nouveaux process qui n'existaient pas forcément auparavant, parce qu'on était dans une logique équipe, et maintenant, comme je le disais, on est dans une logique un peu plus entreprise, avec tout le changement d'organigramme que ça impose. Ensuite, voilà, c'est vrai que il y a donc ça, c'est tout le personnel vraiment, voilà, au niveau du management. Mais après, il y a tout le personnel du terrain qui lui n'a pas bougé, ou quasiment pas, avec voilà, 7 directeurs sportifs, 4 entraîneurs. C'est vrai que cette année, il y a quand même du changement, de nouvelles recrues dans ces corporations-là, avec au niveau de la direction sportive l'arrivée de Lucro, qui était encore à cette époque-ci, l'année dernière, coureur chez Ineos Grenadier. Nous avons l'arrivée de deux nouveaux coachs étrangers, voilà, pour aussi amener cette dimension internationale à l'équipe. C'est clair que voilà, bien sûr, le côté familial reste encore présent, mais c'est sûr que voilà, pour être attractif, on doit s'ouvrir à l'international, et pour ça, ouvrir ce type de compétences en interne. Et après, voilà, il y a tout ce staff aussi au sein du service course, un service course que nous devons appeler maintenant centre de performance, parce que c'est vrai que voilà, Dominique Siriès a vraiment eu à cœur de réaliser une super belle structure à la mode Servolex, ce centre de performance où voilà, il fait vraiment bon vivre, enfin bon, oui, bon vivre pour travailler, et avec voilà toute une structure digne quasiment d'une plateforme logistique, étant donné qu'il faut gérer toute une plateforme de vie, toute une plateforme de véhicules, gérer voilà tout ce qui est bonnetterie, tout ce qui est les vélos de rechange, les vélos de remplacement, toutes les pièces détachées, tout ce qui concerne les produits énergétiques, la nutrition. Donc voilà, on a vraiment des nouveaux postes qui ont été créés cette année dans l'équipe, des intendants, des magasiniers, des logisticiens qui sont vraiment des pièces maîtresses dans cette grande dans cette grande entreprise, et dans ce fonctionnement complexe, puisque lorsqu'on se retrouve sur plusieurs fronts, etc., c'est clair que la logistique est extrêmement importante et complexe. Et au final, l'étoile polaire, c'est mettre le coureur dans les meilleures dispositions possibles le jour J. Et c'est vrai que la partie service course, ben, on y pense moins au premier abord. On s'intéresse souvent à la performance. Ben, justement, on va en parler de l'entraînement, etc. Mais on oublie souvent cette partie. Mais l'idée, voilà, c'est de faciliter la vie du coureur. Et je serais curieux de savoir l'impact qu'a eu cet apport international au sein du staff. Est-ce qu'ils ont apporté de nouvelles idées, une nouvelle manière de penser le cyclisme? Est-ce que tu arrives à identifier des facteurs qu'ils auraient pu apporter? Ben, en effet, c'est vrai que certains nouveaux personnels voilà, ont amené un peu ce côté, enfin voilà, certains process. C'est surtout au niveau un peu des process de fonctionnement qui peuvent amener plus de fluidité et de rigueur dans la manière de faire. Mais en soi, j'ai envie de dire, c'est assez rassurant. Voilà,
dans la façon de travailler. Je veux dire, le vélo, ça reste du vélo et finalement, on est quand même rassuré. On a plutôt bien fait les choses jusqu'à présent parce que des choses nouvelles, fondamentalement, non. C'est vraiment plutôt dans la forme et la manière de faire où, en effet, certains process nous permettent d'être un peu plus efficaces, un peu plus efficients, un peu plus rapides, un peu plus rigoureux. Mais dans le fond, il y a pas de nouveauté, quoi. Il y a pas de nouveauté. Ça, encore une fois, ça reste du vélo. C'est vrai que souvent les médias aussi aiment bien s'amuser du fait que à l'étranger, il y a toujours des recettes meilleures qu'on cherche à débusquer. Mais finalement, quand on creuse et quand on investigue vraiment, mais finalement, il y a pas de miracle. On fait un peu tous la même chose. C'est parfois, voilà, dans la qualité des process qui permettent, voilà, parfois un peu plus d'efficacité. Mais à l'heure actuelle, non, il y a pas de recette miracle qu'on a pu investiguer ailleurs, ouais. Très bien. Justement, j'aimerais zoomer sur la cellule performance, vu que tu en fais partie. Euh, Quels sont vos process, quelles sont vos manières de fonctionner, combien il y a d'entraîneurs, il me semble qu'il y a un directeur de la performance aussi. Comment vous collaborez tous ensemble mais pour amener vos coureurs au meilleur niveau? Alors, justement, c'est vrai que cette année, on parlait de process. Il y a pas mal de choses qui ont changé au niveau de l'organigramme. Nous avons Jean-Baptiste Quiclé qui, lui, reste directeur de la performance. J'ai mon collègue Steven Barrett qui, maintenant, head coach et qui, voilà, et qui a sous sa responsabilité toute l'équipe d'entraîneurs dont je fais partie, mais équipe dans laquelle aussi ont été greffés les entraîneurs de la New Gen, donc les entraîneurs de l'équipe U19 et de l'équipe continentale, de l'équipe d'Evo. Donc c'est vrai que voilà, on est tout un pool d'entraîneurs sans barrière entre les équipes World Tour et les équipes U19 et d'Evo. Et donc du coup justement, comme la plupart des équipes, nous sommes ressortis il y a quelques jours, quelques semaines d'un séminaire entre entraîneurs pour justement collaborer ensemble, avoir le même langage pour que justement, lorsque les coureurs commencent en U19 et s'ils venaient à évoluer dans l'équipe d'Evo ou dans la World Tour, ils ne doivent pas à chaque fois se réhabituer à un nouveau mode de fonctionnement. Donc là, on a vraiment fait l'effort voilà, d'avoir un même langage pour que la, l'évolution des coureurs au sein de notre structure, notamment sur la partie entraînement, se fasse de manière naturelle. Et voilà, ils ne doivent pas se réadapter à un nouveau langage, à une nouvelle manière de faire lorsqu'ils passent dans la main de notre entraîneur de la structure. Et ouais, justement, vous avez cette structure, donc équipe U19, équipe U23, équipe World Tour. C'est aussi un élément déterminant du succès d'une équipe World Tour, je suppose, cette échelle un peu cette échelle de catégorie pour former les coureurs. Et comment ça se passe? Comment se forme la passerelle entre chaque catégorie? Quels sont les éléments déterminants pour sélectionner un coureur U19, le faire passer dans l'équipe d'Evo et après de l'équipe d'Evo à l'équipe World Tour? Mais c'est vrai que forcément, dans la partie recrutement et détection, c'est sûr qu'il y a un peu de data, mais c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui ne se focalisent que sur les data. C'est vrai que nous, on a justement un process de recrutement où, à un moment donné, voilà, rencontrer l'athlète, discuter avec lui et connaître sa personnalité est d'autant plus déterminant dans ce recrutement que les datas. Donc c'est sûr que, voilà, en effet, on parle beaucoup des datas, mais nous, la personnalité du coureur, pour savoir s'il est capable de s'intégrer au groupe que l'on est en train de construire et finalement à l'identité de l'équipe, c'est extrêmement important et c'est clair que ça fait c'est une grosse partie et un gros facteur que l'on inclut lorsqu'on recrute un jeune coureur. Et quels sont l'ensemble des facteurs? Alors, si on s'arrêtait rapidement sur la partie physiologique, data, quels sont les indicateurs principaux que vous regardez pour faire passer un coureur dans les rangs professionnels? Mais c'est vrai qu'on essaie d'avoir une
carte d'identité et on fait passer en effet, lorsqu'on a sélectionné quelques coureurs, on fait passer quelques tests, voilà, mais des tests que l'on peut voir chez voilà, enfin dans certaines équipes, etc. C'est voilà des tests un peu de sprint, les tests un peu avec les efforts maximaux sur 3, 6, 12, 20 minutes pour un peu en déduire les fameuses puissances critiques et les fameuses capacités anaérobie W', donc avoir un peu cette idée-là, un petit Wingate au passage et c'est vrai que comme ça nous permet d'avoir un aperçu un peu des différentes qualités du coureur sur voilà, sur des tests qui sont pas trop chronophages et qui sont pas non plus trop difficiles à mettre en place. C'est que nous avons un data analyst dans l'équipe qui est justement qui est aussi étudiant en thèse et entraîneur de l'équipe U19 qui joue un rôle important dans le scouting des coureurs. Donc c'est vrai que voilà, une fois que passé les étapes un peu d'entretien, etc., qu'on voit que le profil et la personnalité du coureur peut matcher, on les regroupe au centre de performance, on leur fait faire des tests essentiellement de terrain comme je viens d'expliquer et après on affine la sélection finale. Et est-ce que vous analysez un peu les capacités de résistance à la fatigue, par exemple, réaliser un test de puissance critique à la fin d'une longue séance avec une certaine quantité de kilojoules au préalable? On parle beaucoup de notions de durabilité aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez dans ces tests aussi? Tout à fait. Alors c'est vrai que évidemment on est en plein dans cette thématique-là. C'est clair que tu mets le doigt dans quelque chose de fondamental. Après c'est sûr que dans les catégories juniors, voilà, on va pas forcément explorer ça dans un premier temps parce que voilà, il faut rester cohérent et voilà, après, c'est sûr que pour les recrues de l'équipe d'Evo, c'est clair que là, par contre, en effet, on regarde beaucoup plus ce paramètre-là. Mais chez les U19, voilà, faut rester cohérent, progressif. Et voilà, c'est clair que cette notion de progressivité, à un moment donné, il faut quand même arriver à la garder parce que sinon, on risque Mhm. voilà, d'en laisser plus d'un sur le bord de la route avec tout cet environnement assez stressant malgré tout. À un moment donné, c'est que dans les catégories jeunes, il faut quand même garder cette notion de plaisir avant tout aussi. Ouais, je comprends bien. Mais du coup, quand on monte un peu dans les catégories, qu'on se rapproche du passage en World Tour, est-ce que ça vous arrive d'avoir des bonnes surprises avec un coureur qui, sur le papier, n'a pas des données de puissance brute exceptionnelles, mais dès qu'on le soumet à une grosse fatigue, il arrive à maintenir ces données après, par exemple, plusieurs heures d'effort avec des efforts au préalable? Est-ce que ça vous arrive d'avoir des coureurs qui se démarquent sur cette capacité de durabilité par rapport à des coureurs qui seraient plus impressionnants sur le papier? C'est vrai, là aussi c'est une très bonne question. C'est clair qu'on a voilà, ce type de coureur qui peut se démarquer. On a déjà vu ça. Maintenant, c'est clair que il est quand même nécessaire d'avoir les deux parce que il faut avant tout quand même être capable de produire voilà, des efforts mais suffisamment intenses et prometteurs dans un premier temps et ensuite être capable de les reproduire après une dépense énergétique équivalente à 3005, 4000, 4005 kilojoules. Mais voilà, il faut quand même que cette performance brute de base soit aussi suffisamment voilà, prometteuse et intéressante pour être reproduite voilà, après un effort fatigant. Ok. Et même, je suppose que cette capacité de résistance à la fatigue, elle est entre guillemets facile à développer une fois qu'on a un bon niveau de performance brute. Facile à développer, pas tant que ça. Enfin, disons il faut pas se tromper dans la manière de faire. C'est clair que ça, c'est quelque chose, un élément clé. Euh, voilà, c'est vrai qu'il y a
je prends le cas d'un coureur de classique par exemple. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même à des niveaux de performance sur les classiques assez impressionnants. On est sur des niveaux où les mecs sont capables de développer entre 4 et 5 watts kilo moyenne sur 5 heures de course. Et c'est vrai que c'est des choses, ça, assez, qu'on doit évidemment développer à l'entraînement, mais le seul moyen de le reproduire et finalement de s'entraîner va être de courir et de s'exposer à ce genre de situation en course. Donc c'est vrai que par exemple le cas des Classic Man, lui par contre, c'est clair qu'il va quand même falloir à un moment donné passer par des campagnes de classiques assez denses pour pouvoir se confronter à ce type à ce type de contexte qui a beaucoup évolué ces 3 dernières années. Après, pour un profil un peu plus grimpeur, là j'ai envie de dire c'est un peu plus facile à travailler. C'est clair qu'en fournissant des efforts assez intenses au début, en créant de la fatigue en milieu de séance et en terminant par une dernière ascension allure course, c'est beaucoup plus facile à reproduire et entraîner chez ce type de profil par exemple. D'accord. Alors vous réalisez vraiment des séances spécifiques pour développer cette capacité. Donc des séances longues De, avec des efforts au milieu, à la fin, au début. de plus en plus. De plus en plus parce que c'est vraiment l'élément clé, l'élément déterminant pour performer dans le cyclisme actuel. Et les cyclistes que tu entraînes répondent bien à ce genre de séance. Vous avez des bons résultats depuis que vous mettez. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau déjà, ce type de séance dans le cyclisme professionnel, d'inclure beaucoup d'efforts en fin de séance, ou c'est quelque chose qui est apparu récemment? Moi, personnellement, ça fait un moment que je le fais. Ce qui change, c'est finalement le degré d'engagement que l'on doit faire finalement en début et dans le cœur de séance où c'est clair qu'aujourd'hui, ouais, il faut qu'on arrive à atteindre des niveaux de dépenses énergétiques beaucoup plus importants qu'il y a quelques années. Et aussi, c'est vrai que ça va en parallèle avec l'amélioration de la nutrition où c'est vrai que là aussi on est passé de stratégies low carb et de stratégies de la maigreur qui était assez malsaine à aujourd'hui finalement des apports énergétiques qui sont assez colossaux donc et qui justement nous aide aujourd'hui à pouvoir répondre à ce type de contraintes de durabilité, parce que c'est clair que pour réaliser ce genre de séance, il faut une stratégie nutritionnelle derrière qui soit, et des apports énergétiques qui soient vraiment suffisants et adaptés de manière individuelle. Ok. Et en mettant de côté ce côté nutrition, est-ce que vous avez réussi à identifier les adaptations physiologiques qui apparaissent à la suite de ces séances spécifiques durabilité? Quels sont les changements nécessaires au sein des muscles, bon là, la cellule musculaire, ou même peut-être à un autre niveau, pour entraîner cette progression de durabilité? Bah, en fait, je vois peut-être là où tu veux m'amener dans ce débat. C'est clair qu'on va beaucoup être autour de la thématique du Fat Max, de la zone 2, pour gagner en rendement et en économie. C'est sûr que l'idée, c'est que dans des allures courses, comme je parlais tout à l'heure, autour des 3,5, 4, 4,5 watts par kilo, on soit le maximum efficient dans cette zone-là et qu'on produise dans ces allures-là qu'on puisse puiser un maximum dans les graisses et qu'on aussi on optimise le plus possible aussi l'oxydation
du glucose et du glycogène sans avoir une production de lactate sanguin trop importante qui amène fatalement vers des situations de fatigue. Et donc c'est clair que cette zone grise, je sais d'ailleurs pas trop pourquoi on l'appelle un peu zone grise, entre les seuils 1 et 2, on va dire, en fait, c'est vrai que on est vraiment sur une zone qui est pas mal, voilà, qui a été pas mal délaissée, sur laquelle on s'intéresse de plus en plus aujourd'hui, mais en ayant aussi des définitions extrêmement différentes. Et c'est clair que voilà, je vois aussi plusieurs podcasts où, mais par rapport à la définition de cette zone 2 qui est finalement pas toujours claire et qui diffère d'un podcast à l'autre et d'un interlocuteur à l'autre. Et c'est vrai que finalement, ouais, le but, c'est voilà, d'arriver voilà, à ces allures que je citais tout à l'heure, à être le plus économe possible. Et c'est bien là l'enjeu. Alors, vous allez cibler le FatMax précisément. Vous allez faire un test pour déterminer le FatMax et vous ciblez cette puissance-là. Vous essayez d'aller au-dessus. Comment vous appréhendez cette zone-là? Alors c'est vrai que moi j'ai quand même du mal à me passer des tests lactate. Depuis Ok. mon expérience en Belgique, je fais faire systématiquement lors des training camps hivernaux dans l'équipe des tests lactate pour justement comprendre un peu le métabolisme des coureurs, jusqu'à quelle zone les coureurs vont être confortables, à partir de quelle zone ils vont commencer à produire du lactate, mais en le métabolisant quand même bien d'une certaine manière, et à partir de quel moment il va y avoir ce fameux décrochage de la lactatémie. Moi, j'ai vraiment besoin voilà, de connaître ce profil lactate des coureurs pour pouvoir mieux déterminer leur zone et surtout mieux comprendre comment ils fonctionnent d'un point de vue métabolique. Et c'est vrai que je prends le cas des grimpeurs par exemple. C'est voilà, c'est clair qu'à un moment donné, on a fait en sorte d'améliorer les qualités de grimpeurs, mais de certains de nos grimpeurs, en se rendant compte que dans les allures un peu tempo dans l'école, ben, ils avaient quand même des taux de lactatémie assez élevés qu'il était nécessaire de diminuer pour les rendre plus confortables et être capable de suivre un groupe leader dans l'école par exemple. Donc ouais, moi aujourd'hui c'est vrai qu'en termes de chiffres, ces tests-là ne vont pas forcément nous apprendre plus que les datas qu'on peut avoir sur les Training Peaks ou les profils de puissance, etc. Mais par contre, comprendre d'un point de vue métabolique comment ils produisent cette puissance-là, pour moi, c'est fondamental. Et à partir de ces deux points d'ancrage, seuil 1, seuil 2, comment vous Oui. établissez vos zones? Vous utilisez seulement trois zones ou vous précisez un peu plus avec 5, 7 zones, pourquoi pas? Non, c'est vrai qu'on fait quand même un découpage un peu plus traditionnel. Mais c'est clair que ces deux points d'ancrage, comme tu les nommes justement, ils sont fondamentaux. Et c'est clair que clairement, nos zones, on les définit à partir de ces deux points d'ancrage. Et j'ai l'impression peut-être qu'à l'époque, il y avait une approche beaucoup plus polarisée de l'entraînement, donc soit s'entraîner en dessous du premier seuil ou s'entraîner au-dessus du deuxième. J'ai l'impression que désormais, vous passez beaucoup plus de temps entre les deux seuils. Il y a vraiment eu une modification ces dernières années où vous avez toujours passé beaucoup de temps entre ces deux seuils. Non, mais moi le premier, c'est clair que voilà, je suis un homme de terrain, j'expérimente et j'observe pour voir si je suis dans la bonne voie ou pas. J'avoue que j'ai eu ma phase polarisée. Il y a quoi, il y a ouais, à peu près 4 ans, j'avais plutôt eu de bons résultats. C'était ouais non, c'est vraiment une année où ça avait vraiment bien marché avec les athlètes que je suivais.
Mais c'est clair qu'aujourd'hui, et tu l'as très bien dit, c'est clair qu'aujourd'hui, la durabilité est un facteur extrêmement important de la performance. Et pour pouvoir s'entraîner dans cette durabilité et être beaucoup plus efficient dans des allures de plus en plus soutenues, c'est clair que cette zone entre les deux seuils est aujourd'hui très importante pour pouvoir développer ces qualités-là. Petite pause au milieu du podcast, il y a énormément d'informations. Alors, j'ai rédigé pour vous un article de blog complet avec les points clés de l'épisode que vous pourrez directement implémenter dans votre entraînement. Pour cela, c'est très simple, cliquez sur le premier lien dans la description et vous atterrirez sur le blog lascienceducyclisme.com. Bonne écoute à vous. Voilà, j'ai plein de questions sur l'entraînement, mais avant de te les poser, j'aimerais revenir sur ton métier d'entraîneur. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule ton quotidien d'entraîneur, comment se passe la collaboration avec l'athlète que tu entraînes? Concrètement, qu'est-ce que vous faites au jour le jour qu'est-ce que tu fais avec tes athlètes au jour le jour pour les amener au plus haut niveau? Si on te prend par exemple sur une semaine, si on devait te suivre, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est vrai que j'ai quand même une chance, c'est que le pool de coureurs que j'entraîne sont essentiellement basés sur Chambéry. Alors c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir les côtoyer régulièrement, alors pas cette époque-ci, mais quand il sera temps de le faire, tout ce qui est séances de DRS scooter, etc. C'est beaucoup de séances que je mets en place avec les coureurs chambériens que je suis. C'est vrai que j'adore vraiment ces séances-là et c'est vrai que les entraîneurs qui pratiquent voilà, cette discipline et cette pratique le savent aussi. C'est clair qu'il y a voilà, les data, etc. Mais c'est que sur une séance de scooter, le petit coup d'œil dans le rétro pour voir un peu la gueule du mec, son coup de pédale, etc. À un moment donné, voilà, l'œil du maquignon est un luxe pour moi que peu d'entraîneurs ont en raison de cet entraînement à distance. Et moi, je me régale vraiment avec cet entraînement de proximité qui, pour moi, est une plus-value qui est hyper intéressante. Donc, pour revenir à ta question, c'est clair qu'à un moment donné, j'ai aussi ce quotidien d'entraîneur un peu à distance où c'est clair que voilà les matinées, je travaille sur les programmes d'entraînement ou du moins les adaptations de programmes que parfois je suis amené à faire par rapport au feedback des coureurs. Donc voilà, ça fait partie du truc. C'est vrai que tant que je peux et en fonction des informations que j'ai de disponibles, là pour le moment c'est assez facile, j'ai du temps devant moi avant les premières courses, mais en saison, voilà, dès que j'ai des infos et de la vision sur du moyen long terme, je suis preneur parce que moi j'aime bien quand même pouvoir faire des plans sur 3-4 semaines pour que autant le coureur que moi puisse avoir cette visibilité et avoir un peu une idée de la planification et de la stratégie mise en place pour préparer une course ou un objectif. Donc voilà, mes matinées sont vraiment consacré sur l'adaptation ou la création de programmes et ensuite arrive la partie à partir de 15 heures on va dire l'après-midi où les coureurs synchronisent leurs séances sur notre plateforme d'entraînement et de là de 15 heures à ouais, parfois 20 heures 21 heures je suis un peu dans l'analyse des séances, les feedbacks et c'est vrai que moi je fais partie des entraîneurs qui voilà, ne se contente pas du petit WhatsApp ou de la petite analyse sur la plateforme d'entraînement, mais j'aime avoir les coureurs régulièrement au téléphone et ça forcément, ça prend du temps, c'est toujours des discussions 10, 15, 20 minutes, mais multiplié par 8 coureurs, ça prend pas mal de temps. Donc c'est clair que voilà, le matin c'est la création de contenu et l'après-midi c'est l'analyse des séances et l'appel des coureurs. Sur l'analyse de séance, quelles données tu regardes en priorité? Tout, mais là en ce moment, c'est clair que on a des coureurs qui sont en reprise avec des valeurs de fréquence cardiaque qui sont forcément hautes à cette époque-ci. Donc là, ben, pour te donner un exemple, en priorité, ce que je vais regarder, c'est cette association valeur de puissance et valeur de fréquence cardiaque et avec un peu cette cinétique et le temps
que ça prend pour retrouver voilà, des valeurs de fréquence cardiaque qui vont commencer de plus en plus à se rapprocher des valeurs de saison. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans cette analyse en effet de la fréquence cardiaque par rapport à l'intensité donnée, ce qui nécessite parfois des adaptations pour pas passer trop de temps à des valeurs à 170 ou 180 pulses sur certaines séries qui sont pas forcément qui sont des séries qui restent en dessous du seuil alors qu'en saison pour ces mêmes allures là ils sont à 135 ou 145 pulses. Donc c'est clair que là j'ai vraiment un œil là-dessus en ce moment. Ok, rapport fréquence cardiaque puissance. Oui. En termes d'entraînement pendant l'hiver, est-ce que l'entraînement est tout le temps cadré au millimètre ou est-ce que tu leur laisses de la liberté sur certaines séances avec des parties de roulage libre, on va dire, où ils peuvent simplement partir rouler avec peut-être d'autres membres de leur équipe sans forcément regarder le compteur? Ou est-ce que c'est tout le temps cadré avec une puissance à respecter? Non, 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 je tiens beaucoup à ça aussi, avec des journées libres sans exo. C'est clair que je connais des collègues entraîneurs, pas forcément de l'équipe, mais en général, parce on se connaît tous. Mais c'est qu'il y en a qui ont du mal à se passer, ou limite qui culpabilisent à ne pas mettre de contenu dans toutes les séances. Moi, vraiment, pas du tout. Ouais, c'est clair que le coureur, à un moment donné, il a besoin de souffler aussi, de rouler juste pour rouler. Et c'est clair que je suis vraiment ouais, adepte de ça parce que c'est clairement une nécessité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, dans cette période de préparation générale, j'incite beaucoup à, à explorer d'autres activités qui ont vraiment plus de gros intérêts. Je pense par exemple au VTT pour aussi peu qu'on choisisse un parcours suffisamment accidenté ou pour parler aussi d'un terme un peu tendance en ce moment, le torque. C'est clair que il y a le VTT est la meilleure discipline qui permet de développer cette qualité-là plutôt que de passer déjà à des séries structurées à faible cadence, une sortie de VTT sur 2-3 heures pour aussi peu qu'on choisisse bien le parcours et avec un peu de dénivelé, tu travailles pas mieux le torque que sur le VTT. Donc justement, je suis non, vraiment adepte ouais, de ces disciplines complémentaires au vélo pour développer les qualités qu'il y a besoin de développer à cette époque-ci. C'est vrai que je fais beaucoup de VTT en ce moment et dans les montées, c'est pas du tout irrégulier. Et des fois, on doit mettre un gros pic de force sur certains pour passer une racine, pour passer un obstacle. Et c'est intéressant justement d'avoir, pas forcément, on va dire, des torques lissés, mais avoir des pics de temps en temps dans la séance. Ça a un impact intéressant sur. Ouais, non, non, complètement. C'est vrai que plus on va avoir des pics, plus on va recruter un maximum de fibres et je pense que le VTT est capable d'assurer un meilleur recrutement neuromusculaire que certaines séances et sessions de séances faible cadence sur la route. Et c'est vrai que ouais, le VTT, il y a, voilà, il y a parfois à un moment donné ce côté un peu risqué où, ouais, où parfois on prend pas le risque justement d'en intégrer pendant la saison, alors que finalement d'un point de vue neuromusculaire torque, voilà, moi je serais plutôt d'avis d'en intégrer un peu tout le long de la saison, mais c'est que parfois il y a certains coureurs dont je citerai pas le nom, mais pour qui je m'aventurerai pas à ça parce que ce serait trop risqué d'y laisser une clavicule à l'approche d'objectif. Ouais, c'est clair. Mais par contre, mercredi dernier, j'ai fait 4 heures. Bon, j'étais sur le VTT, mais c'était un circuit gravel. Mais je me rends compte que à puissance égale, je parle puissance moyenne égale, puissance NP égale par rapport à une sortie route, la fatigue est quand même plus élevée. J'ai l'impression que c'est une fatigue nerveuse plus importante. Donc c'est aussi pas facile à gérer comment intégrer le VTT, le gravel dans une préparation pour la route.
Oui, c'est vrai, mais après, ceux qui passent tellement de temps sur la route qu'à un moment donné, lorsqu'on leur donne l'opportunité voilà, de toucher à une autre discipline, c'est quand même souvent le bienvenu. Et encore une fois, ouais, je crois beaucoup en la qualité, voilà, de ce que peut apporter le VTT, notamment par rapport à ces thématiques de torque. Et en ce moment, c'est vrai que voilà, je le fais beaucoup utiliser au coureur que je suis, ouais. J'aimerais parler de la notion d'individualisation. Euh, on dit que souvent que l'individualisation c'est très importante, mais je me demande, est-ce que sur des cyclistes professionnels, vous intégrez vraiment cette notion-là ou est-ce qu'il y a une recette, on va dire, universelle pour l'ensemble des professionnels aujourd'hui? Non, non, il y a évidemment beaucoup cette notion d'individualisation. Et encore une fois, j'en reviens un peu à mes tests lactate. C'est clair que c'est là où on voit que les profils des coureurs sont différents. Moi, par exemple, dans mon pool de coureurs, j'ai plusieurs grimpeurs, mais qui vont avoir des profils métaboliques qui vont être différents et qui m'obligent à les entraîner différemment. Je prends l'exemple d'un Aurélien Paré-Peintre. C'est typiquement un grimpeur que je dois entraîner d'une certaine manière, tellement il a, voilà, je sens à travers les tests lactate que je fais avec lui qu'il y a voilà, un pool de fibres rapides qui se réveille systématiquement chez lui. C'est clair que c'est un coureur qui a, voilà, qui, on va dire, qui, ouais, a des allures tempo, etc. Si on passe pas du temps à travailler dans ces allures-là, qu'on lève un peu le pied, qu'on travaille par exemple à un moment donné, à une période un peu trop longtemps sur de l'endurance un peu plus basique, voilà, c'est quelqu'un un coureur qui va perdre en rendement dans ses allures un peu médio tempo. Il va vite retoxiner dans ces allures-là et il faut par exemple passer beaucoup de temps avec lui dans ces allures-là pour un peu étouffer ces fibres rapides qui sont un peu trop présentes chez lui pour un profil grimpeur. Et en même temps, il faut trouver le juste milieu parce que quand on fait un peu l'inventaire de ses victoires, il a quasiment toujours gagné au sprint dans des étapes usantes qui étaient vallonnées ou montagneuses, mais ses victoires, il les tient au sprint parce qu'il a en effet un pool de fibres rapides qui est beaucoup plus présent, beaucoup plus marqué que d'autres grimpeurs, mais pour à un moment donné le faire, voilà, garder grimpeur, il faut une approche ouais, beaucoup plus personnelle parce que il a vraiment un profil typologique et métabolique très particulier. D'accord. Alors l'individualisation, elle se passe surtout sur la distribution des intensités ou est-ce que vous allez vraiment dans le détail sur la séance? Est-ce que tu as des séances précises que tu vas utiliser seulement sur un type de coureur ou l'individualisation, elle est juste sur la répartition des intensités à l'échelle de l'année? Les deux, c'est vrai que évidemment ça arrive que les séances que je donne à un coureur, on les retrouve sur un autre plus ou moins. Donc évidemment la répartition des zones est clairement fondamentale. Mais après j'ai quand même ouais des séances assez clés que je ne donne qu'à un type de coureur. Je prends l'exemple de Dorian Godon. Ouais, avant certaines courses très punchy, etc. Et c'est clair qu'on a presque un peu un rituel. C'est qu'à un moment donné, l'avant-veille de sa victoire à la Flèche Brabançonne, il y a 2 ans, je lui avais vraiment voilà, donné une séance nouvelle, type. Euh, et qui nous a voilà beaucoup réussi parce que quand l'année dernière il gagne aussi en toute fin de saison le Grand Prix Bernocchi en Italie, pareil, on avait un peu ritualisé la chose. Je lui avais donné cette même séance 2 jours avant et il est allé gagner. Donc c'est que voilà, par exemple là pour prendre le cas de Dorian Godon, je sais on a une séance qui nous appartient qu'à tous les deux. Ok. Ah donc ça servira à rien de la copier sur une autre personne alors. Non, non, non. Ok, ok. Je suis très curieux de savoir cette séance, mais je vais pas de la demander, c'est le secret. Euh,
Ok, ah, donc il y a vraiment du poids alors sur la structure d'une séance, parce que des fois, quand on regarde beaucoup les séances du sport, on peut avoir une vision un peu froide de l'entraînement, voir seulement le volume, la distribution des intensités, la charge en kilojoules, mais quand même, tu nous dis que des détails sur la séance, le détail des blocs, de la structuration a un impact réel sur les performances. Oui, et en fait, moi j'en reviens de plus en plus aussi à du bon sens parce que je pense que innover, c'est aussi savoir revenir aux fondamentaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans tout ce bain de sciences, de data, etc., c'est clair qu'à un moment donné, et je pense que c'est un peu le cas de beaucoup d'entraîneurs, euh, on peut se perdre dans quelque chose un peu trop axé data, trop précis, trop physiologie, et on oublie de prendre du recul. Et moi, le recul, voilà, ça fait quelques années que je commence à le prendre. Et en fait, parfois, simplement en revenir ce qui nous attend, la course, par exemple. Imaginons, on a un coureur, voilà, on a 4 5 semaines devant nous avant de le préparer à une course. C'est parfois à être trop focus sur des séances qui vont développer telle qualité, on en oublie parfois ce pourquoi on le prépare. À un moment donné, le coureur, on le prépare pour une course. Alors à un moment donné, faire un peu comme un directeur sportif, aller étudier la course, bien les profils, etc. Parfois, c'est aussi la course qui va nous donner l'idée de la séance. La course, c'est quoi? Les efforts, ils sont situés quand? Au début, au milieu, à la fin? Des efforts de combien de temps? Et finalement, en revenir à ce bon sens-là, où c'est parfois le profil de la course qui va nous donner l'idée de la séance. Je crois que ça fait longtemps qu'on n'a plus réfléchi comme ça aussi, alors que c'est tout bête, tout basique. Et parfois, voilà, moi, aujourd'hui, je renouvelle mes séances avec cette observation qui est basique, mais qu'on a tendance à perdre tellement on est focus sur les datas. Ah ouais, donc là tu évoques vraiment la notion de spécificité. Selon toi, c'est une notion cruciale à respecter, surtout à l'approche des courses ou tu l'incorpores dès maintenant? Euh, Non, vraiment à l'approche des courses, et c'est d'autant plus justifié, mais encore une fois, par rapport au Classic Man, où c'est clair la première partie de l'année, on va vraiment devoir les entraîner sur leurs qualités punchy et sur les qualités de durabilité jusqu'au Tour des Flandres ou Paris-Roubaix. Et après, il va falloir mais switcher sur un autre profil avec des gars qui vont beaucoup plus souvent passer en mode équipier par rapport enfin, équipier des leaders notamment sur des courses à étapes, voire sur des grands tours. Et donc c'est clair qu'on doit, je prends voilà cet exemple-là parce qu'il est assez flagrant, où là, une fois arrivé au mois de mai, on doit partir sur une autre stratégie parce que le rôle va être différent. D'accord, ok. Euh, J'aurais une autre question sur le rôle des intensités, notamment sur l'utilisation de la haute intensité. Est-ce que vous utilisez la haute intensité seulement dans un but de spécificité à l'approche d'une course qui va demander des efforts très intenses, ou est-ce que vous l'utilisez aussi dans un but de générer des adaptations spécifiques qui auront un retentissement sur l'ensemble des performances? Du coup, pour préciser un peu la question, à quel moment vous utilisez la haute intensité? Est-ce que son utilisation a un rôle majeur justement dans la préparation d'un coureur? Bien sûr, non, non, il y a pas vraiment de moment ciblé. C'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement sur les semaines type des coureurs. Donc c'est vraiment ouais, hyper important, très présent, et d'ailleurs de plus en plus tôt aussi à la reprise des coureurs. Ok, donc pendant l'hiver, ils font de la haute intensité également. Ça, oui, ça arrive de plus en plus tôt. D'ailleurs, c'est vrai que c'est un des moyens qui permet à un moment donné, lorsque les coureurs, voilà, ils reprennent assez tard. Par exemple, les coureurs qui finissent au Lombardie ou autour de Chine, voilà, qui reprennent assez tard, mais qui à un moment donné vont aussi participer au stage hivernal de l'équipe. C'est sûr
sûr que le contenu va être adapté, mais à un moment donné, le volume, ils vont devoir quand même le faire. Et c'est vrai que pour avoir un peu cette condition nécessaire et suffisante pour pouvoir encaisser cette charge-là, c'est clair que parfois intégrer une ou deux séances à haute intensité avant un stage peut créer un peu cet effet boost pour aller chercher juste cette condition nécessaire et suffisante pour pouvoir digérer la charge du stage et pas engendrer trop de fatigue et pas avoir l'effet inverse de ces charges hivernales assez traditionnelles, quoi. Ok, ah donc ça a aussi ce rôle de boost, donc je suppose qu'il faut éviter de faire un trop gros bloc de haute intensité trop tôt dans la saison. Ça pourrait amener le Bien coureur sûr, en forme beaucoup trop tôt. tout à fait. Et qu'est-ce qui se passe dans cette situation? On entend souvent attention de pas trop en faire pendant l'hiver pour pas arriver au pic de sa forme en janvier. Est-ce que c'est réellement un problème si on est au top en janvier? Est-ce qu'on peut pas aller encore plus loin? J'aimerais avoir ton avis sur ça. Bah, c'est vrai que c'est un peu comment dire? C'est clair que ce discours ouais, de progressivité, on attend tout ça. euh, voilà, voilà, il faut toujours l'avoir en tête, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il est un peu, un peu dépassé quand on voit tous ces jeunes coureurs qui arrivent avec un niveau de fou. Et encore, je me souviens l'année dernière, Pogacar qui en janvier battait ses comme au col de Rat, au Val d'Ebo, ces fameux spots bien connus des équipes lorsqu'ils sont en stage dans la région de Calpe ou de Valence, alors qu'il reprenait sa saison au Strade Bianche. Après, ça fait plusieurs années que j'ai quand même cette philosophie. C'est sûr que j'exagère pas dans le fait de vouloir aller trop vite, loin de là. Je fais plutôt partie de ceux qui prennent quand même le temps. Mais quand un coureur commence à arriver en forme, je panique pas parce que j'ai envie de dire, c'est quand même beaucoup plus facile à gérer un coureur voilà, qui arrive en forme. Et derrière, c'est vrai qu'on arrive quand même avec voilà, de la récup à manager cet état-là plutôt que de devoir courir après la forme lorsque l'objectif commence à arriver à grands pas. Donc, je veux dire, non, voilà, qu'à un moment donné, un coureur arrive en forme, bah, c'est quand même pas trop compliqué de gérer le petit plateau derrière, quitte à rediminuer, à perdre en condition. C'est clair que, voilà, lorsqu'on va chercher un peu ce déconditionnement, alors qu'il était en condition juste avant, derrière, c'est très facile et très rapide de le refaire venir en forme. Donc faut pas paniquer dans ces situations-là. Ok, ok, très bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fausses croyances sur cette notion de forme. On peut penser, il y a beaucoup de personnes qui, je pense, paniquent quand ils sont en forme en plein hiver, alors qu'au contraire, tu nous dis que c'est positif. Donc c'est un très bon message. Est-ce que quand on se sent bien en forme, ça vaut le coup de pousser un peu plus le curseur sur l'entraînement? Ou est-ce que ça serait pas justement le piège à éviter quand on se retrouve en forme assez tôt dans la saison? Ah ouais, non, non, là justement, c'est clair que là, la chose à gérer, c'est clair que, voilà, faut justement, quand on se retrouve en forme un peu trop loin de la saison ou de l'objectif, c'est sûr que là, voilà, il faut vraiment, sur une semaine, 8 10 jours, voilà, lever le pied, quitte à, pourquoi pas faire à un moment donné une sorte de micro-coupure pour casser un peu cette dynamique-là, en sachant que voilà, on va voilà, un peu baisser ce niveau de condition. Mais voilà, je veux dire, quand on coupe ou quand on fait un peu ce type de stratégie-là dans un état où on est en forme, derrière, y a pas de souci, ça revient vite. Par contre, quand on vient à faire une coupure lorsque on est justement allé trop loin, lorsque on est peut-être à un moment donné proche du surentraînement ou dans un état de fatigue avancée et qu'à un moment donné on coupe à ce moment-là, mais il faut le faire parce que c'est nécessaire. Là par contre, c'est que lorsqu'on coupe dans un état de fatigue, là par contre c'est clair que la remise en route est malheureusement beaucoup plus longue. Donc c'est pour ça que là, c'est quelque chose qu'il faut bien gérer. Juste, voilà, couper à temps lorsqu'on est juste en forme, c'est l'idéal parce que ça se manage très bien. Par contre, lorsque on essaie d'aller plus loin,
qu'on commence à se rapprocher d'un état de fatigue et que là, par contre, on prend la décision de couper. Là, par contre, la reprise derrière est beaucoup plus poussive et laborieuse et moins garantie du coup. D'accord. Alors, quand on se sent fatigué, ça sert à rien de vouloir insister dans la direction, de continuer à accumuler de la charge. Parce que des fois, on peut aussi penser, je suis fatigué, mais une fois que je vais récupérer, je vais surcompenser. Mais c'est un jeu risqué alors. Oui, c'est un jeu risqué là. C'est clair qu'il faut avoir un peu, bah là, quand même l'œil d'un entraîneur parce que c'est clair qu'il faut analyser ce qui a été fait en amont, voilà, qui entraîne cette fatigue. Est-ce que vraiment ouais, on est sur un état de fatigue avancée qui nécessite de prendre les bonnes décisions ou est-ce que c'est voilà, la fatigue, on va dire, nécessaire dans le processus physiologique de progression, de surcompensation, etc. Là, c'est sûr qu'il faut à un moment donné voilà, un œil un peu plus expert pour comprendre quel genre de fatigue c'est exactement, quoi. Et c'est justement ton métier alors de justement essayer de surfer sur la vague entre la forme, la fatigue, tous ces éléments. Et la question que j'ai envie de te poser, qu'est-ce qui fait un bon coach? Si tu es entraîneur à G2R depuis 6 ans maintenant, il me semble, tu m'as dit, C'est ça. c'est pas un hasard. Donc quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon entraîneur et qu'est-ce qui fait ton succès à ce jour dans ce métier? Euh, alors là aussi, ça va peut-être te paraître surprenant, mais c'est la relation que j'ai avec les coureurs. C'est clair qu'encore une fois, voilà, il y a pas mal de collègues qui sont vraiment basés sur la data, qui sont très compétents dans les algorithmes d'analyse qui vont te faire, etc. Moi, c'est pas peut-être ma qualité première. C'est clair que voilà, moi j'ai en effet besoin de comprendre le fonctionnement du coureur, mais d'un point de vue, comme je le disais, métabolique à travers les tests lactate, c'est clair qu'on n'est pas beaucoup d'entraîneurs à le faire et pour moi c'est une manière de faire essentielle dans mon fonctionnement là, mais surtout ce qui peut faire la différence par rapport à des collègues beaucoup plus scientifiques et basés sur la data, c'est le relationnel et la partie psychologique. C'est vrai que, comme je te disais, j'ai beaucoup les coureurs que je suis au téléphone ou en présentiel et je passe beaucoup de temps voilà, à discuter avec eux. Et je pense que pour moi, c'est la clé et je sais que c'est quelque chose qui est très apprécié des coureurs, cette relation entraîneur-entraîné. C'est vrai qu'il y a quelque temps, j'avais lu un, un livre et j'avais retenu une phrase enfin, qui était issue de la philosophie de Spinoza sur le corps et l'esprit. C'est ce que peut ton corps, ce n'est pas ce qu'il peut en tant que corps, c'est ce que tu peux toi. Sous-entendu, toi, c'est ton corps et ton mental. Et c'est clair que les datas ne prennent en compte que la partie objective des datas, le corps, mais qu'est-ce qu'on fait du mental et de l'esprit qui fait partie intégrante du corps humain, quoi. Donc ouais, non, moi, la partie mentale, et je veux dire, finalement, dans la définition du coach, si on prend le coach dans sa définition un peu américaine, un coach à l'américaine, il est presque plus préparateur mental que scientifique, quoi. Donc voilà, moi j'essaie d'allier les deux casquettes et voilà, moi j'ai vraiment besoin de ce côté relationnel avec l'athlète et c'est d'ailleurs pour ça que je me complais à entraîner dans une équipe, sinon je ferais coach personnel à distance et voilà quoi. Mais non, moi j'ai vraiment besoin de ce rapport avec les coureurs, de les avoir souvent au téléphone ou de passer du temps avec eux sur certaines séances, ouais. Et le gros bénéfice de ces échanges, c'est de réussir à mettre l'athlète en confiance. C'est quoi du coup, si on zoome sur ces aspects psychologiques, ça serait quoi l'élément déterminant justement d'une bonne relation athlète-coach? C'est la confiance qui règne entre les deux et la confiance de l'athlète envers les séances qui lui sont prescrites. C'est exactement ça. Et c'est voilà, c'est vraiment aller chercher la confiance. Et j'ai un exemple
à te donner et c'est là où c'est là aussi où je trouve ce métier passionnant parce qu'il y a la puissance des chiffres, mais il y a la puissance des mots aussi. Et justement avec Dorian Godon, quand il gagne, ouais, il y a 2 ans, la Flèche Brabançonne, c'est que voilà, on était justement dans cette année un peu compliquée en termes de résultats et voilà, il y avait Aurélien Paré-Peintre qui avait gagné sur les routes du Haut-Var et j'avais dit voilà lors d'une discussion avec Dorian, écoute Dorian, tu seras le prochain coureur de l'équipe à gagner. Et finalement, quoi, 8-10 jours après, Flèche Brabançonne, il s'impose. Et le lendemain, enfin, il me l'avait déjà dit le soir même au téléphone, mais le lendemain, dans le journal L'équipe, il y avait marqué, lorsque Dorian était interviewé, mais il y a mon entraîneur qui, la semaine dernière, m'a dit que je serais le prochain coureur de l'équipe à gagner. Et ça peut paraître bête, mais dans les 50 derniers kilomètres, je n'ai fait que penser à ça. Et je me suis retrouvé serein et je savais que j'allais gagner aujourd'hui. Et c'est ça que je trouve aussi magique. Voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a les datas, mais moi, la puissance des mots aussi, je la trouve assez fascinante parce que voilà, quelques mots placés au bon moment, dans un bon timing, peut faire switcher mentalement un athlète de manière assez extraordinaire. Et ça, encore une fois, les datas ne le mesurent pas. Et ouais, c'est la puissance des croyances. Bon, moi, j'ai pu l'expérimenter à moindre niveau avant une course VTT régionale. Bon, j'étais en catégorie cadet. Juste avant le départ, on m'a dit, Antonin, tu vas passer un cap, tu vas voir, tu vas te surprendre. Moi, je comprenais pas trop. Et j'ai fait mon premier podium parce que justement, j'avais cette croyance en moi. Et on oublie souvent le pouvoir des croyances. Et je serais Oui. curieux, toi, bon, t'es pas obligé de répondre à cette question, mais est-ce que ça t'arrive de manipuler un peu la réalité, de tordre un peu la réalité, de donner des petits mensonges à tes athlètes qui au final va les aider parce que tu vas leur proposer une nouvelle croyance qui va les aider dans leur parcours. Est-ce que des fois tu essayes d'arrondir un peu les bords pour leur donner une croyance positive qui les aidera au lieu de leur donner la réalité brute? Oui, ouais, non, c'est fondamental aussi. C'est clair que voilà, comme tu dis, sans mentir, je donne une autre vision au problème, beaucoup plus optimiste, de manière à rester calme. Voilà, pour moi, c'est aussi quelque chose de fondamental, rester calme. À un moment donné, c'est clair qu'il y a des situations où le coureur peut être un peu en stress, un peu en panique. Et voilà, moi j'essaie de trouver vraiment les mots et les stratégies pour que justement l'athlète reste calme. Et pour ça, voilà, il faut avoir un plan. C'est sûr que dans ces cas-là, la discussion et la conversation, elles s'anticipent parce que pour pouvoir euh, faire retrouver enfin, pouvoir permettre aux coureurs ouais, d'être serein et de rester calme par rapport à une situation qui le dépasse un peu. Euh, voilà, il faut proposer un plan. Donc c'est clair que là, le rôle de l'entraîneur doit en effet analyser la situation, savoir quelle stratégie il va utiliser. Mais c'est souvent via une stratégie d'entraînement où à un moment donné, on va voilà, repasser par certains fondamentaux parce que, comme je le disais tout à l'heure, innover, c'est aussi savoir revenir à certains fondamentaux. Et lorsqu'à un moment donné, on arrive à des situations, des points de rupture ou des situations où on se retrouve un peu au pied du mur, la meilleure façon de faire, c'est de revenir aux fondamentaux, parce que si ces fondamentaux s'appellent fondamentaux, c'est parce que on est sûr de pas faire d'erreur avec eux. Et donc c'est vrai qu'à un moment donné, revenir par des chemins un peu connus permet voilà, de rassurer l'athlète. Et c'est vrai que moi j'essaie toujours de trouver
voilà, le plan, la marche à suivre. Moi, voilà, c'est ma manière de faire. Et c'est clair que quand l'athlète, du coup, tu lui expliques le plan, les étapes par lesquelles on va passer, voilà, ça le rassure parce qu'il voit un peu ce qu'on va faire, le chemin à parcourir et par où on va aller. Et c'est vrai que cette année, j'ai eu le cas avec Geoffrey Bouchard, voilà, qui était avec sa grosse chute au Dauphiné l'année dernière sur le chrono, où pendant plusieurs mois il est resté quasi inactif parce que on a eu du mal à soigner sa blessure et sa fracture au niveau de l'épaule et de la clavicule. Et c'est clair que là on est vraiment repassé par un process, voilà, opération, rééducation Cap-Breton. Enfin, ça a été très long et pourtant, dès le mois de janvier, février dernier, alors qu'il était encore à Cap-Breton, voilà, on avait déjà le plan Vuelta en tête. Et c'est vrai que moi, à ce moment-là, déjà, j'avais eu la discussion, lui dire, voilà, on va travailler comme ça va te faire passer tel cap, ce qui va nous permettre de pouvoir ensuite travailler ça par-dessus avec un peu de chance et ça va être notre premier objectif, première participation au championnat de France, ce sera vraiment l'idéal. Derrière, un Tour de l'Ain, une course de reprise à domicile qui te va bien et en ligne de mire, la Vuelta pour sauver ta saison et surtout sauver 2025 parce que c'est vrai que 2025 sans grand tour dans les pattes, on va repartir dans certaines galères. Et voilà, c'est vrai que j'avais eu vraiment ce discours-là avec Geoffrey qui était forcément un peu en panique, qui se demandait voilà, où il pouvait bien aller dans l'état où il était. Et finalement, voilà, step by step, voilà, mais là aussi, c'est ouais, là, c'est qu'il faut avoir quand même de l'expérience parce que j'ai quand même eu la chance que tout ce que je lui avais présenté a pu se réaliser dans les bons timings et je lui ai pas vendu du rêve, quoi. C'est tout ce que j'avais pu lui présenter, il a validé, quoi. Il s'est présenté même au championnat de France en faisant du sacré boulot pour l'équipe. Et enfin, cette Vuelta, on a quand même eu chaud parce qu'il a eu le Covid quelques semaines avant la Vuelta qui a failli voilà, qui a failli bousiller un peu ce plan-là, mais heureusement, il l'a fait d'une belle manière et avec les résultats de l'équipe qu'on connaît. Alors ton rôle, c'est aussi d'apporter la vision. Mais je pense que c'est une très bonne leçon pour tous les entraîneurs qui peuvent nous écouter, ce rôle d'apporter la vision, parce que des fois, on peut planifier seulement à la semaine, et en fait, l'athlète, il a une vision très étroite et c'est peu engageant. Donc toujours avoir C'est une, ça, plan- une planification ou surtout des points de passage long terme. Donc, c'est ouais, ça. merci beaucoup pour ces conseils. Alors, j'aurais d'autres questions à la volée et après, j'aimerais ouvrir une parenthèse sur l'entraînement d'un cycliste amateur parce que là, mon audience est quasiment entièrement composée de cyclistes amateurs. Mais avant, j'avais quelques questions qui m'intéressent. Euh, une première, bon, moi j'appelle ça comme ça, je ne sais pas si c'est connu sous ce nom, c'est le stage race effect, le fait d'accumuler une grosse charge d'entraînement sur une semaine. Et bien des fois, on arrive en pleine forme à la fin de cette semaine. Moi, ça m'est arrivé personnellement sur certains de mes blocs d'entraînement, je l'ai pu le constater sur d'autres athlètes aussi. C'est au final une amélioration des performances à la fin d'un gros bloc d'effort, alors que sur le papier, ça a peu de sens parce que on a accumulé beaucoup de fatigue, mais pourtant la forme est plus élevée. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez au niveau professionnel? Et je serais vraiment curieux d'avoir ton explication de ce phénomène. Mais ouais, ouais, complètement. C'est vrai que c'est tout d'un coup une augmentation de la charge assez soudaine qui ben, va stresser positivement l'organisme si la charge elle est quand même bien gérée au cours de la semaine. Finalement, évidemment que nous on l'observe régulièrement ben, à travers les stages parce que c'est vrai que nous les coureurs lorsqu'ils sont chez eux ils vont faire en moyenne, hein, des semaines à ouais, 19, 22, 23, 24 heures, tandis qu'en stage, on va vite
atteindre des semaines à 28-30 heures. Et c'est clair qu'on a en effet cet effet boost aussi au niveau de la condition à l'issue des stages d'entraînement, des stages qui condensent énormément de charges de travail. Et c'est clair que nous, systématiquement, à l'issue des stages, et évidemment c'est pour ça qu'on en fait, on observe là ce gain au niveau de la condition physique lié à la charge que l'on est capable de mettre sur ces stages-là. Donc non, non, nous on l'observe régulièrement. Et en fait, ce que tu me décris de manière individuelle, c'est ce que l'on expérimente nous aussi à travers l'organisation des stages. Et d'ailleurs, nous, dans notre stratégie de performance, et on le voit de toute façon dans la stratégie de certaines équipes, c'est voilà, essayer parfois, dans la mesure du possible, de courir moins, mais de courir mieux. Et courir mieux, ça veut dire aussi intégrer plus de stages. Et, euh, et comment gérer du coup cet effet-là? Parce que ça donne presque envie de planifier ses courses objectifs à la fin d'un stage, parce que la forme est juste exceptionnelle. Et non, déjà, première petite question, mais comment on explique ce phénomène? Parce que justement, on a un haut niveau de fatigue, mais pourtant les performances sont plus élevées. C'est-à-dire qu'il y a des adaptations court terme qui arrivent quand on met beaucoup de charges. Est-ce qu'aujourd'hui on sait l'expliquer ce phénomène? Euh, Mais souvent, disons que souvent ces stages-là sont réalisés dans des spots montagneux. Je parle pas de stages en hypoxie, mais souvent quand on va faire des stages, c'est vrai que voilà, c'est quand même souvent quand même pour monter d'école. Et justement, lorsqu'on monte d'école, on passe beaucoup de temps dans les zones médio, fatmax, etc., qui justement permettent d'améliorer ce rendement métabolique et ce rendement aussi au niveau du pédalage pour décaler l'effet fatigue. Donc moi clairement, ouais, les bonnes sensations que l'on a à l'issue d'un stage sont liées au temps passé dans ces zones-là. Ok, ok, mais c'est très clair. Merci beaucoup. Et comment on fait du coup pour conserver cet effet-là? C'est-à-dire il faut éviter. Euh, donc, comment structurer ma question? Ben moi, je suis cycliste amateur, je vais préparer des courses grand fondo la saison prochaine, comme la plupart des personnes qui nous écoutent. Comment on fait pour gérer la phase d'approche de la course? Parce que je suppose qu'en réduisant trop le volume, on peut perdre cet effet intéressant aussi. Oui, en plus, c'est vrai que pour les grands fondos, vous êtes quasiment un peu comme des triathlètes et comme des grimpeurs aussi. C'est là aussi où ouais, l'individualisation est importante pour en revenir au chapitre de tout à l'heure. Vous faites partie un peu de la caste des coureurs qui performent lorsqu'ils ont une sorte de fond de fatigue. Contrairement aux sprinters ou aux punchers qui, eux, vont avoir besoin à un moment donné de retrouver un état de fraîcheur pour pouvoir performer notamment sur les courses. Donc c'est clair que là, voilà, on se retrouve avec deux profils différents qui vont nécessiter deux stratégies d'entraînement différentes. Et c'est vrai que ce que tu m'expliques, Antonin, ouais, j'arrive à le comprendre et à le percevoir aussi parce qu'en effet, ouais, ouais, les athlètes essentiellement typologie fibre lente vont pas avoir besoin à un moment donné de passer, de retrouver un état de fraîcheur pour performer. Et c'est vrai que moi je vois régulièrement voilà, pour ce type de profil-là, des coureurs, des athlètes performer sur un léger fond de fatigue. Ok, donc cette notion de fraîcheur est surtout utile pour les personnes qui ont besoin de réaliser des efforts très, très intenses. Pour Tout les à efforts un fait. peu plus intermédiaires, il n'y a pas forcément besoin de récupérer à 100% et de faire un affûtage traditionnel pour arriver à son plein potentiel. C'est mon expérience de terrain, en effet, oui. Et vous, par exemple, sur les professionnels à l'approche d'un grand tour, comment vous gérez la phase d'affûtage, la dernière semaine avant le début d'un grand tour? Vous maintenez une charge toujours élevée ou au contraire, vous essayez de retrouver un peu de fraîcheur en prévision des premières étapes? Euh, Ça dépend des profils et des étapes. C'est vrai que là, on a eu ces derniers temps des débuts d'étapes très punchy. Je pense
ouais, c'était la Vuelta avec non, pardon, le Tour avec le départ à Bilbao l'année dernière, ou encore cette année en Italie, avec vraiment des étapes très punchy d'entrée. Donc là, c'est vrai que encore une fois, avec les profils un peu puncher, là, c'est clair que ça nécessite un aménagement un peu plus particulier, un peu plus axé sur la fraîcheur les 2-3 derniers jours avant le tour. Mais finalement, le problème, il est plus à l'inverse. Pour nos leaders, pour les grimpeurs, etc., c'est souvent une semaine où c'est compliqué de trouver du temps pour faire le volume qu'on aimerait bien qu'ils fassent. Avec le voyage, les différentes sollicitations, les conférences de presse, etc. En fait, le challenge, il est plus là. C'est clair que le calendrier imposé par rapport aux médias, à SO par exemple, etc., peut nous mettre à un moment donné du bâton dans les roues parce qu'on est obligé par rapport à ces contraintes-là, mais tout le monde est logé à la même enseigne, à libérer ce temps-là, alors que nous, entraîneurs, on aurait besoin que pendant ce temps-là, ils puissent encore faire de bonnes sorties, voire même parfois même de longues sorties. Et ça, c'est souvent le problème qui se pose à nous. Très bien. C'est vrai que dans le monde professionnel, l'entraînement, c'est une toute nouvelle approche. On pourrait dire au contraire, c'est très bien, ils récupèrent en première semaine alors qu'ils auraient besoin de plus de volume encore. C'est assez paradoxal. Euh, d'accord, on va rentrer dans le dernier chapitre de ce podcast où j'aimerais justement parler voilà, du cyclisme amateur typé grand fondo pour qu'on puisse utiliser un peu parce que forcément, il y a des similitudes entre l'entraînement d'un professionnel et l'entraînement d'un amateur. Et j'aimerais voir avec toi, qu'est-ce qu'on peut prendre du monde professionnel? Parce que je suppose qu'il y a des approches qui sont pas du tout intéressantes pour un amateur et d'autres qui le sont plus. Euh, Allez, je te pose une question égoïste, mais qui au final va profiter à une grande majorité de nos auditeurs. La saison prochaine, je me prépare pour l'étape du Tour. On va reprendre l'étape qui part d'Albertville et qui finit à La Plagne. Donc on a 131 km et 4500 mètres de D+. Donc, comment tu nous conseillerais, avec ton regard d'entraîneur dans une équipe World Tour, quelle approche tu nous conseillerais, approche globale en termes de distribution des intensités et du volume pour être performant le 20 juillet prochain? Il y a deux cas. Le cas où l'athlète ou le coureur a du temps devant lui, du temps pour s'entraîner. Là, c'est clair que je ne vous apprends rien en disant que le facteur principal pour augmenter sa condition physique, c'est le volume. Donc là, passer du temps sur son vélo, passer du temps sur sa selle, c'est le facteur numéro un. Maintenant, tout le monde n'a pas ce temps-là. Donc, lorsqu'on n'a pas suffisamment de temps, il faut cibler, il faut optimiser et aller un peu plus droit au but. Là, forcément, c'est clair que je vais davantage vous parler de cibler les allures un peu plus entre les deux seuils. Les allures Fat Mars, les allures médio, clairement les allures que vous allez soutenir dans les différents cols. C'est clair que c'est un enchaînement de cols, cette étape du tour. Et il faut tout simplement, comme je disais tout à l'heure, le bon sens. Regardez l'objectif, le parcours pour lequel vous vous préparez, les durées d'ascension, les durées d'efforts que ça va imposer et finalement arriver à reproduire ça un maximum à l'entraînement. C'est sûr qu'à un moment donné, ça passera par un petit sacrifice personnel entre guillemets en prenant des congés et en dépensant un peu d'argent pour quelques temps avant l'étape du tour, mais à un moment donné aller se rendre sur un spot montagneux pour monter des cols parce qu'aussi musculairement il va falloir adapter le coup de pédale à l'ascension des cols, mais c'est vrai qu'avant ça chez vous voilà, optimiser le temps passé dans les zones, voilà, à défaut de faire de l'endurance longue à basse intensité, faire de l'endurance courte mais ciblée et qualitative autour du Fat Mars et des allures médio. Très bien. Et la place de la haute intensité, est-ce que c'est une bonne idée d'en apporter les quelques semaines précédant la course pour avoir cet effet boost? Bien sûr, bien sûr. Et même, en fait,
dans l'entraînement, le problème des théories dans l'entraînement, c'est que elles nous enferment ouais, dans des modèles qui vont pas toujours être justes. Parce qu'au final, encore une fois, et j'en reviens à mon bon sens, enfin, il faut tout travailler. Alors c'est sûr qu'un sprinter va plus travailler le sprint qu'un grimpeur, mais ça veut dire qu'un grimpeur à un moment donné aller faire des accélérations ou des sprints au cours de sa séance, il faut pas se l'interdire non plus. Donc là pareil, faire de la haute intensité juste avant l'objectif, c'est un peu dommage. À un moment donné, les semaines elles font 7 jours. Intégrer une séance même assez tôt dans la saison de haute intensité, non, ça fera vraiment pas de mal. Et encore une fois, voilà, il y a plusieurs qualités à travailler dans le vélo. Et en fait, faut pas s'enfermer dans un modèle qui va te faire travailler que ça ou que ça. Voilà, en fait, il faut quand même tout travailler. Après, c'est sûr qu'il y a une planification qui rentre en jeu en termes un peu de dosage en fonction du profil et de la planification par rapport à l'échéance finale. Mais il faut pas trop s'enfermer dans des modèles. Il faut tout est bon à travailler, surtout lorsqu'on est amateur. Justement, pour les amateurs, il y a un nouveau format de course qui se développe énormément en ce moment, c'est les courses gravel. Donc si on compare au format Oui. grand fondo, on est à peu près sur des durées d'efforts similaires, mais le contenu de la course est complètement différent, avec d'un côté des efforts très lissés dans les cols sur un grand fondo, et en gravel, beaucoup de variations de puissance, beaucoup d'accélération, beaucoup de pics de torque justement. Euh, Est-ce que pour un coureur qui veut maximiser ses performances sur grand fondo, ça peut être judicieux d'implémenter des courses de gravel dans un but de progresser sur ce format-là, alors que le contenu est différent? C'est pas bête. C'est vrai que pour prendre un peu un exemple bah, à l'échelle des professionnels, c'est clair que moi je suis pas du tout contre et au contraire j'encourage les coureurs qui aiment bien le faire à intégrer du cyclocross l'hiver à cette époque-ci pour préparer la route. Et donc là finalement l'exemple il est exactement parallèle. Faire naturellement des intensités de cyclocross avec les talus, les relances, etc. Pour finalement travailler de la haute intensité et de la PMA pour ne pas la nommer, sans devoir passer par des séances structurées qui vont retrouver dans quelques semaines à l'entraînement. Donc autant le travailler comme ça naturellement avec des disciplines qui le permettent, mais pour au final amener quasiment les mêmes effets. Donc là du coup tu vois l'utilisation du cyclocross pour voilà travailler ces efforts intenses en vue d'optimiser la condition sur route, ben en fait c'est exactement le parallèle que tu me décris avec l'utilisation des courses gravel pour naturellement travailler de l'intensité en vue des grands fondos. Donc écoute le parallèle moi je le vis mais en ce moment même en plus dans cette période de préparation hivernale et pour moi il est tout à fait justifié. Très bien, merci. J'aurais une petite question rapide sur le choix de l'environnement pour les séances, surtout en parlant de la différence entre réaliser des intervalles en montée ou sur le plat. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire des séances d'intervalles sur le plat pour un coureur mais qui prépare des courses, pour un grimpeur tout simplement, ou pour un coureur qui prépare des courses en montagne? Est-ce qu'il y a un intérêt particulier à faire des séances sur le plat? Parce qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à maintenir le même niveau de puissance par rapport à une fréquence cardiaque, un ressenti donné. Mais c'est vrai que euh, c'est forcément un effet un peu plus compliqué d'aller ouais de faire ces séries sur le plat. C'est sûr que nous on y accorde de plus en plus quand même d'importance et d'ailleurs on établit, alors ça c'est assez nouveau, mais on essaie d'établir notamment par rapport à l'activité du contre-la-montre, à faire même, tu vois, des tests et des tests lactate sur le plat avec le vélo de chrono pour mieux cibler les puissances critiques et mieux optimiser les pacings si tu veux. Mais après en soi, voilà, vraiment les séries de haute intensité, c'est sûr que et en plus de ça, pour un cycliste amateur, c'est quand même beaucoup plus facile de les faire en montée
Et à un moment donné, comme je disais tout à l'heure, voilà, à défaut de temps, faut aller droit au but. Et c'est clair que les réalisés en montée, on va un peu plus droit au but et on y va un peu plus facilement, quoi. Ok. Ah, donc il n'y a aucun bénéfice particulier à se forcer à faire des séances sur le plat, par exemple. Voilà, Mais c'était une petite là, question que je me posais. ouais, mais après j'ai envie de dire, tu prépares l'étape du tour, vaut mieux faire tes séries sur le plat. Par contre, tu prépares Paris-Roubaix amateur. Là, par contre, s'entraîner à développer les watts sur le plat, ça peut être quand même un avantage. Très bien, très clair. J'ai une dernière question, peut-être un peu provocatrice, qui m'intéresse beaucoup. Allez, prenons le cas hypothétique. On va prendre un cycliste amateur et on va réaliser une expérience sur lui. On a 3 ans devant nous, on a tous les moyens nécessaires. Le cycliste amateur, il peut s'entraîner autant de temps nécessaire. Qu'est-ce que tu mettrais en place comme stratégie pour en faire un monstre physiologique, lui permettre d'atteindre voilà, un niveau de puissance brute exceptionnel? Ça serait quoi l'approche si tu avais un cycliste amateur à disposition, 3 ans et tout à disposition? Test lactate. Test lactate. Commencer par ça pour justement ben, voilà, savoir mais, physiologiquement comment il développe les watts qu'il est capable de développer à l'instant T. Forcément, le genre de test que je reproduirai au cours de l'année pour voir ben, voilà, l'évolution de sa condition physique en fonction de la stratégie d'entraînement. Euh, c'est sûr que là, l'entraînement à haute intensité pour développer la VO2 max, l'entraînement de la VO2 max, ça va être quand même la priorité. C'est sûr que voilà, c'est vraiment le toit de la maison qu'il va falloir un peu rehausser pour derrière pouvoir monter un peu les étages. Et après, une fois qu'on aura voilà, bien développé la VO2 max et qu'on continuera à le faire de manière régulièrement jusqu'à voilà, avoir atteint un certain plateau, finalement au niveau, voilà, c'est pas le seuil le plus dur que je travaillerai en premier. Encore une fois, il y a peut-être certains entraîneurs qui se précipiteraient, pardon, vers l'entraînement au deuxième seuil. Moi, en fait, je passerai beaucoup de temps à entraîner le premier seuil, le fat max, le médio, qui lui va naturellement aussi décaler vers la droite et pousser le deuxième seuil pour pouvoir justement gagner en condition, en rendement, en efficacité. C'est clair que développer ce premier seuil, c'est vraiment important. Une fois que ce premier seuil voilà, va être bien développé, on va d'abord se rendre compte que le deuxième seuil aura lui aussi progressé sans même forcément l'avoir travaillé. Et ce deuxième seuil, c'est la dernière étape que je travaillerai pour optimiser ces allures intenses qui sont souvent décisives dans la performance et dans une logique de résultats. Et d'ailleurs, on voit, nous, les néo-pros, le premier seuil qui a besoin d'être travaillé, c'est justement ce seuil 1, c'est celui qui permet d'encaisser la charge qui va forcément différer entre le niveau amateur et le niveau professionnel et qui plus est le niveau World Tour. Et pour pouvoir justement encaisser cette nouvelle charge de travail standard du World Tour, c'est bien la qualité du premier seuil qui va permettre de pouvoir encaisser ou non cette charge-là. Très bien. J'ai fait un test lactate récemment. J'avais un premier seuil à 275, le deuxième à 320. Et j'avais fait un test de puissance sur 5 minutes à la fin du protocole. Bon, c'est pas le plus intelligent. Et j'avais fait 425 watts. Donc, dans mon cas, il faut que je me concentre encore sur le premier seuil avec des intervalles ciblés pour le pousser encore. Oui, ouais, ouais, pour moi, oui. Et tu verras que si tu ne développes quasiment que ce premier seuil-là, en essayant de le faire rapprocher des 290, voire des 300 watts, et en faisant quelques exercices à haute intensité, intervalles courts, sans trop te préoccuper encore de ton deuxième seuil, tu verras qu'il va naturellement se décaler vers la droite.
Très bien. Eh bien, je vais appliquer la recette et dans quelques mois, je referai un test pour refaire mon profil. Merci beaucoup pour cette parenthèse sur les cyclistes amateurs. En parlant de cyclistes amateurs, je ne sais pas si tu as vu passer récemment, il y a un cycliste canadien qui s'appelle Jack Burke. Bon, il a été anciennement professionnel, après il a eu un accident, du coup maintenant il est cycliste amateur. Il a battu il a pris le KOM dans le col de l'Alpe d'Huez, également le col du Mortirolo en Italie. Oui, Et en oui. fait, il veut se servir de ses efforts comme passeport pour passer dans les rangs professionnels. Tu penses que c'est réaliste? Une performance brute comme ça peut lui permettre de signer un contrat pro, ou vous, ça ne vous suffit pas comme données? Et justement, ça nous suffit de moins en moins parce que justement, avant, on était sur cette logique-là de performance brute avec les fameux tests à la française, les tests 5 minutes, les tests 20 minutes, qui étaient le Graal et en fonction de ça, on recrutait ou pas. Sauf que maintenant, et ça a été, tu l'as très bien dit et on a quasiment commencé le podcast par là, c'est la durabilité. Aujourd'hui, voilà, la performance brute, elle est bien ok, mais est-ce qu'il est capable de la refaire après 4000 kilojoules? Là, par contre, c'est ça qu'il faudrait tester. D'accord, bah, très bien. Mais, de toute façon, je pense qu'il en est bien conscient. Mais quand même, quand on arrive à de tels niveaux de performance, monter l'Alpe d'Huez en 35 minutes, on suppose aussi que la durabilité suit derrière. Parce que pour arriver à ce niveau-là, il a dû faire tellement de volume que. euh, Oui, est-ce c'est que. certainement. C'est sûr que là, il faudrait avoir voilà, voilà, en savoir plus un peu sur son passif, voilà, sa préparation, etc. C'est sûr que ça demande à être investigué, mais voilà, c'était aussi à moitié provocateur ma réponse, mais finalement, elle résonne avec presque un peu le fil rouge de notre discussion, la durabilité, qui aujourd'hui est clairement l'élément déterminant de la performance dans le cyclisme World Tour aujourd'hui. Très bien, très clair. Il me semble que tu pars en stage prochainement avec AG2R, je me trompe pas. Exactement, tout à fait, oui. Du 9 au 19, donc ouais, le week-end prochain, ouais. Le week-end prochain, on décolle pour le sud de l'Espagne, ouais. Et ouais, ok, donc tu seras constamment présent autour des coureurs, donc ça va vraiment être intense pour toi cette période. Oui, oui, mais ça fait partie de notre job justement. C'est vrai qu'on est régulièrement sur certaines courses, sur certains grands tours, mais avant tout présent sur l'intégralité des stages, hein, les stages hivernaux où on sera. C'est le premier stage où on est toute l'équipe ensemble. En janvier, on va être dispatché sur plusieurs fronts. Il y aura déjà le front qui va courir en Australie, un front qui va faire un stage un peu classique, toujours dans la région de Calpe, pendant qu'un autre, de manière un peu plus différée, va faire un stage en altitude, en hypoxie. Donc voilà, c'est que déjà dès le mois de janvier, le groupe va être un peu éclaté. Là, finalement, c'est la première fois de l'année où on va tous être ensemble, réunis en un même lieu. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et à l'équipe Decathlon AG2R pour la saison prochaine? Mais confirmer ce que nous avons fait cette saison, c'est clair que c'est le plus dur reste à faire. On en est tous conscients, mais on va travailler pour. Donc c'est sûr qu'on sort d'une année exceptionnelle, mais il faut vraiment qu'on arrive à confirmer cette tendance, cette dynamique et ces résultats. Bon, ben, je vous le souhaite. Alexandre, merci beaucoup pour ta participation. Tu nous as partagé beaucoup de valeurs. Je vais réécouter le podcast, prendre des notes. Donc je te remercie et je te souhaite une bonne fin de journée et une bonne saison 2025 aux côtés d'AG2R. Décathlon, faut surtout pas les oublier. Décathlon AG2R, excuse-moi. Voilà, très bien. Allez, ciao, à la prochaine. Merci, salut à tous. Encore merci à Alexandre pour cet épisode. Il n'a vraiment pas mâché ses mots, il a été très généreux, il nous a donné plein de bons conseils. Si vous voulez retrouver tous ces conseils, allez sur le premier lien dans la description. Je vous ai fait un article où je résume cet épisode de A à Z. Allez lire ça en complément de l'épisode. Si l'épisode vous a plu, faites-le moi savoir dans la description, dans les commentaires plutôt. Mettez un max de commentaires pour me donner vos retours. Je sais que vous êtes nombreux à écouter le podcast, mais je manque de retours, donc dites-moi concrètement ce que vous en pensez. Mettez un pouce bleu, partagez l'épisode et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube. C'était Antoine Albouy pour La Science du Cyclisme.